Eh bien, bonjour à toutes et tous. Effectivement, là, l'Observatoire des cadres est un peu en groupe de travail, en groupe de recherche un peu vivant, puisque c'est des sujets relativement neufs qui sont ouverts en fait dans ces dialogues que l'Observatoire cherche à avoir avec le monde des startups et tous ceux qui s'intéressent à ces questions-là. Et d'une certaine manière, on fait une séance de travail en live avec vous, en quelque sorte. Alors, je vais simplement essayer de donner quelques repères, peut-être tout simplement en repartant de cet intitulé dont il a été dit tout à l'heure qu'il était un petit peu curieux, avec ces deux termes qui finalement nous envoient sur deux directions, aussi bien du point de vue de la recherche. Les chercheurs dans la salle sauront que finalement on a des pans de recherche assez distincts qui se retrouvent du côté de ces deux termes. Et puis aussi du côté de la réflexion des mondes sociaux en fait qui gravitent autour de ça. Hub en fait c'est un peu l'idée que l'entreprise, c'est une vieille question, hein, l'entreprise étendue, hein, c'est une question qui a été très travaillée depuis les années 90 au moins, mais d'une certaine manière le numérique a véritablement donné un coup d'accélérateur à tout ça, avec la possibilité finalement que l'entreprise ne devienne rien d'autre que une sorte de plateforme d'intégration de prestations de services qui seraient rendues par des personnes, des travailleurs indépendants. Et d'une certaine manière, de la même manière que dans les aéroports, vous avez des hubs qui permettent d'interconnecter des vols et des compagnies aériennes, l'entreprise pourrait très bien se réduire à être ce genre de mise en relation d'un certain nombre d'acteurs. Il n'y aurait qu'une enveloppe à ces relations. À côté de ça, il y a le fameux Uber, qui nous intéresse d'une certaine manière comme une menace qui pèse sur, alors plutôt cette fois, la grande entreprise. La grande entreprise qui, ces dernières années, a senti le vent du boulet. Les oligopoles en particulier ont bien senti que leur position historique sur les marchés sur lesquels ils avaient l'habitude d'intervenir et de tenir des positions assez fermement établies pouvait être assez sérieusement ébranlée par la concurrence venue de gens complètement extérieurs au marché, hein, venant du monde du numérique et n'étant pas des acteurs historiques des marchés sur lesquels ces oligopoles exerçaient. Et des acteurs qui notamment on semble avoir une propriété plus développée que ces fameux oligopoles, qui est leur agilité. L'agilité, c'est à la fois une méthode et puis en même temps, on sent bien une métaphore pour rendre compte de la façon dont les grandes entreprises se sentent extrêmement lourdes face à des évolutions qui peuvent les percuter. Par ailleurs, ces acteurs du numérique, parfois, ils ont une certaine audace pour s'affranchir des règles auxquelles tout le monde se soumet. Par conséquent être en mesure de contourner l'oligopole d'une autre manière. En termes théoriques, hein, je vais pas faire le cours inversé qui était annoncé tout à l'heure, hein, mais en termes théoriques, ça nous renvoie à deux pans de littérature assez différents. Dans un premier cas, en fait, c'est la question de savoir si cette invention de certains théoriciens qui était que, dans le fond, une entreprise, c'est rien d'autre qu'un nœud de contrat, et c'est pas davantage que ça. Des théories qui, d'une certaine manière, au moment où elles ont été énoncées, étaient peut-être pas si vraies que ça, seraient en passe de devenir quelque chose d'assez couramment vérifié. Donc, est-ce que l'entreprise n'est qu'un simple espace où on articule des contrats
avec différents types de prestataires, et c'est rien de plus que ça. Ça, c'est un pan de la littérature qui nous fait penser à ça. L'autre, du côté de l'ubérisation des oligopoles, eh ben, c'est une autre théorie qui, quand elle a été énoncée, n'était d'ailleurs pas davantage vraie. C'est le fait que c'était pas grave qu'il y ait des oligopoles sur les marchés à partir du moment où ces marchés étaient contestables, c'est-à-dire où il y avait une réelle crédibilité de voir d'autres acteurs venir de l'extérieur et déstabiliser leur position d'oligopole. C'est une théorie qui était hautement contestable, mais qui a eu ses heures de gloire. Et on se demande si en fait elle n'est pas en train elle aussi à son tour, en passe de devenir vérifiée par le fait que les barrières à l'entrée, en quelque sorte, s'abaissent considérablement pour un certain nombre d'acteurs. Le premier sujet qu'on soulève, c'est un sujet qui nous amène à nous poser la question de savoir si ce qu'on est en train de vivre, c'est pas une période durant laquelle le marché est en train de gagner des espaces qu'il n'avait jamais eu l'occasion d'occuper, y compris si on considère que, d'une certaine manière, la grande entreprise intégrée, avec toutes les formes de stabilisation du rapport de subordination, d'encadrement du rapport de subordination, d'une certaine manière, c'était une forme d'encadrement du marché, c'est-à-dire qu'on donnait des limites aux logiques marchandes à travers la grande entreprise, qui était aussi à sa manière un lieu de protection sociale, et c'était le compromis avec l'acceptation de la subordination. Ici, on voit ces choses-là voler en éclats. Parfois, on a beaucoup de débats autour des inquiétudes que ça peut susciter, et sur le sentiment qu'on est face à un capitalisme débridé qui, vis-à-vis duquel toute la question actuellement serait de savoir si on arrive à, par exemple, à travers la requalification des relations contractuelles avec les travailleurs indépendants, si on doit un petit peu faire rentrer le diable dans sa boîte. Le point sur lequel je voudrais insister, c'est sur le fait que les phénomènes auxquels on assiste sont loin de se réduire à ça. Et que d'une certaine manière, s'organiser de cette manière-là, avec une entreprise dans laquelle ce sont des freelances qui se réunissent dans la mesure où ça fait sens pour eux, et pendant le temps que ça fait sens pour eux, et sous des conditions sans cesse renouvelées, ça répond aussi à des cultures professionnelles, qui sont des cultures professionnelles qui ne sont pas si marginales que ça, voire qui gagnent de l'espace, et des cultures professionnelles qui, par ailleurs, sur lesquelles les grandes entreprises lorgnent de façon assez envieuse, en se disant que si ces cultures professionnelles-là étaient importées dans la grande entreprise, eh bien, ça serait quelque chose de nature à renouveler profondément, y compris les formes d'engagement des salariés. Et puis, par ailleurs, il ne faut pas négliger le fait que dans ces mondes-là, il y a aussi des logiques qui ne sont pas du tout en faveur de la marchandisation débridée, mais qui sont aussi parfois des formes de revitalisation des logiques de coopératives. Donc, ce à quoi j'invite, c'est à ce qu'on prenne la mesure de la diversité des phénomènes que cela recouvre, et qu'on soit capable d'aborder ça avec suffisamment de nuances et d'esprit de complexité. Le deuxième pan donc, qui nous intéresse fait écho au point que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que dans la grande entreprise, on regarde avec envie finalement ces façons de faire entreprise en quelque sorte. Alors, il se trouve que la grande entreprise quand même est d'abord ébranlée par les évolutions que l'on connaît actuellement, ébranlé d'abord par le fait que le jeu qui est joué ne respecte pas les mêmes règles, et que
un Airbnb, par exemple, ne prend pas trop la peine de passer sous les fourches codines du respect d'une réglementation à laquelle n'importe quelle autre entreprise qui développe une activité d'accueil de public dans des hôtels ou des hébergements, ces règles, ces contraintes légales, d'une certaine manière, les indépendants d'Airbnb s'en exonèrent complètement. Donc là, il y a une vraie question du point de vue de la recomposition de tout ce monde-là, avec des acteurs qui, en fait, vont, en quelque sorte, picorer les règles auxquelles ils veulent bien se soumettre de manière extrêmement différente. Donc ça, c'est un premier aspect de la question, mais qui n'est pas le seul. L'autre aspect important de la question, c'est que dans la grande entreprise, quand même, on se réduit pas trop, on réduit pas trop l'entreprise à un simple nœud de contrat. Quelque chose d'assez fondamental, c'est quand même la compétence collective que l'on a pour mettre sur le marché un certain nombre de produits. La compétence des firmes, elle est aujourd'hui très dépendante de la façon dont on arrive à importer les compétences venues des acteurs du numérique, et on retrouve notre fameuse agilité. Et aujourd'hui, intégrer dans la grande entreprise une capacité à travailler de manière agile ne se fait pas simplement en allant acheter son manuel d'agilité et en développant des méthodes Scrum sans que ça vienne poser la question, par exemple, de la façon dont s'articulent des équipes qui fonctionnent en mode agile, et puis des formes de contrôle et des formes de pilotage qui, elles, restent davantage inspirées par les logiques habituelles qui doivent notamment se préoccuper, des contraintes financières, de la façon dont on réintègre la division les différentes composantes de la division du travail. Donc les grandes entreprises, jusqu'à maintenant, elles avaient accepté en quelque sorte de payer un prix à l'internalisation des coûts de transaction à l'intérieur de la grande entreprise, qui était d'accepter les coûts de la bureaucratie. Or, ces coûts de la bureaucratie paraissent énormes relativement à ce que les acteurs plus agiles qu'eux semblent supporter. Et donc, la mise en concurrence des deux est une véritable tension. Et actuellement, je pense qu'on est dans une phase où on a véritablement un chemin de découverte et d'apprentissage où personne ne sait encore comment on va réussir à intégrer un mode agile qui est censé faire baisser les coûts de supervision et de bureaucratie et d'un autre côté, toutes les contraintes de la grande entreprise. Tout ça, c'est posé à travers une question qui revient fréquemment, notamment dans la bouche des DRH, des grandes entreprises, qui est la transformation culturelle. Comment est-ce qu'on arrive à opérer la transformation culturelle et des fonctionnements généraux et des habitus, en quelque sorte, de chacun des salariés. Donc, j'espère que dans les exposés qu'on aura tout à l'heure, on parviendra à travailler cette question. Alors, je terminerai simplement sur deux questions parmi celles qu'on pourrait chercher à travailler entre nous dans l'après-midi. Il me semble que tout ce que j'ai évoqué jusqu'à maintenant, tout ça ouvre un champ de questions pour les managers et l'exercice du management, qui est la question de savoir comment on a une capacité à tenir compte du fait que s'exprimerait chez les salariés des aspirations, un rapport à l'autorité, qu'elle soit l'autorité hiérarchique ou celle des experts,
à la lenteur, au temps, hein, à la rapidité, à la vélocité, aux contraintes institutionnelles. Comment est-ce que finalement toutes ces questions-là, dans le cadre notamment de la grande entreprise, on statue vis-à-vis de ces choses-là, et comment entrer en dialogue avec des profils d'individus qui, eux, optent délibérément pour le mode freelance, par exemple. Qu'est-ce que ça nous apprend? Qu'est-ce que ça apprend aux acteurs de la grande entreprise, par exemple? Et donc, comment est-ce qu'on arrive finalement à rendre justice, à interpréter toutes ces aspirations-là et à en tenir compte dans le cadre spécifique de la grande entreprise? Et puis, par ailleurs, il y a un autre champ de questions tout aussi vaste, qui concerne cette fois les organisations syndicales et le syndicalisme. Et je pense que on peut dire que le travail qu'on engage là est un travail qui devrait normalement intéresser les organisations syndicales, qui cherchent à construire le dialogue qu'elles peuvent établir avec les travailleurs des startups et qui, à moins que je manque d'informations, n'ont pas encore trouvé dans quelle mesure elles peuvent établir ce dialogue. Je pense que véritablement, là, il y a un champ à explorer. Et j'aurais tendance à simplement insister sur le fait que ça renvoie à des questions de droit, évidemment, mais pas exclusivement, comme les organisations syndicales ont tendance naturellement à se concentrer dessus, pas seulement des aspects de droit du travail. La façon dont les organisations dont on parle génèrent des externalités qui sont plus ou moins assumées et qui retombent sur la collectivité. Le fait que tout ça impacte sérieusement la protection sociale, le financement des retraites, tout ce que vous voulez, invite, je pense, à élargir la perspective au-delà du seul droit du travail. Et par ailleurs, au-delà du droit, il me semble que c'est... si les organisations syndicales, par exemple, n'abordaient le sujet qu'en termes juridiques, à mon avis, elles louperaient quand même une partie du phénomène qui se donne à voir, pas seulement dans ces termes-là, mais par le fait que, véritablement, dans ces mondes de freelance, il y a des cultures professionnelles qui sont à mieux connaître. Ça, c'est ma petite adresse aux chercheurs dans la salle, de connaître ces cultures professionnelles plus profondément, ces cultures organisationnelles, et qui sont assez orthogonales à tout ce que le syndicalisme a pu côtoyer jusqu'à maintenant. Voilà, donc ça simplement, c'était ma petite contribution pour charger la barque de tous ceux qui vont me suivre, après quoi je vais quitter la tribune pour éviter de prendre des coups.